Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école, le dernier cours de la semaine avec le professeur d'SVT, professeur Joseph Niane. Bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Beaucoup s'interrogent sur comment s'effectue la transmission des caractères héréditaires des parents aux enfants, pourquoi un enfant ressemble à X et pas à Y. Aujourd'hui, des questions que nous allons résoudre avec le cours de ce jour qui touche la génétique. Quand on parle de la génétique, on a les mots gènes à l'intérieur et c'est par rapport à la science qui parle de l'hérédité, c'est ça? Absolument. La génétique, c'est la science de l'hérédité. Et l'hérédité, c'est la transmission des caractères des parents aux descendants. Voilà. Et c'est tellement important ce cours, au-delà de la science. Ce cours-là a un fondement sociologique parce qu'on se demande pourquoi moi je ressemble à mon père et pourquoi à ma mère, et parfois ça prête à confusion. Absolument. La génétique est très passionnante parce que tous les jours, qu'on le veuille ou pas, on fait un peu de génétique. Oui. Dès qu'on voit ses parents, il y a des traits de la famille. Et on veut, évidemment, l'homme est très curieux, il veut très bien comprendre comment ces traits passent de nos aïeux à nous et vont peut-être être transmis à nos descendants. Donc c'est une discipline très passionnante, mais relativement complexe, même si, en classe de terminale, ce qu'on leur demande est relativement simple. Et vous parlez tout à l'heure de la complexité, de la difficulté. C'est l'opinion que les élèves ont par rapport à ce sujet-là. Pourquoi cette opinion que la génétique est difficile, et très très difficile En fait, et incompréhensible? La génétique n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile, mais elle est globale. Okay. Et vous la comprenez, c'est très simple. Vous ne la comprenez pas, malheureusement, elle ressemble à du chinois, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un chaînon. C'est un chaînon. Okay. Tout s'enchaîne. Mais c'est un chapitre qui est très accessible. On le verra tout à l'heure avec les bases de la génétique. On va commencer aujourd'hui par le plus simple. On va progressivement avancer. Et allons-y, on va commencer par le plus simple. Moi, j'ai envie d'ailleurs de découvrir comment ça se fait, la transmission. On va commencer avec la base avec vous. Merci, monsieur Sarr. Le programme demande d'abord aux élèves de la terminale S1, de la terminale S2 et même de la terminale L2 de commencer par ce qu'on appelle le monohybridisme à dominance. Quand on dit mono, mono fait penser à un, en grec, mono signifie un, hybride signifie métissage. Donc en génétique, on va croiser. En génétique formelle, on va croiser, c'est-à-dire accoupler des individus qui présentent les caractères qu'on veut étudier. Par exemple, je vais proposer tout à l'heure le croisement d'une souris à pelage gris et d'une souris à pelage blanc. Les deux souris ont la même taille, ont la même forme. La seule différence entre les deux souris, c'est la couleur du pelage. Si je m'intéresse qu'à ce caractère, en croisant des races pures de souris et en passant, ce qu'on appelle race pure, c'est un ensemble d'individus qui n'ont que le caractère choisi. Une race pure pour un caractère, c'est un ensemble d'individus qui n'ont que ce caractère choisi parce qu'ils n'ont hérité que de ce caractère et qui ne transmettront que ce caractère. Je donne un exemple simple. Nous sommes de race pure pour la pigmentation de la peau. Noir. Nous sommes noirs et de race pure noire. C'est-à-dire, notre maman nous a donné la phrase qui dit « tu seras noir ». Dans le langage de la génétique, on va dire le gène qui commande la pigmentation noire. Et notre père nous a donné le même gène. Donc, puisqu'on reçoit la même instruction génétique de papa et de maman pour ce qui concerne la couleur noire, on va dire dans le langage génétique que nous sommes de race pure. Okay. Et ce facteur, ce que Mendel appelait le père de la génétique, il ne connaissait pas encore les chromosomes, il les appelait facteurs. Gregor Johann Mendel. Absolument.
Et vous êtes généticien. Ça me fait vraiment plaisir. C'est marrant. Ouais. C'est un peu le père de la génétique. Comment on est la vie. Hein. Voilà. Et donc, lui, on va rendre à César ce qui appartient à César. Il a travaillé surtout sur des plantes, et notamment des variétés de pois, le petit pois. Il a travaillé exactement sur 22 variétés de pois. Et il s'est intéressé à la forme de leurs graines, à la couleur de leurs graines. Mais si tu prenais par exemple des pois qui ont une couleur jaune, pour dire que ce pois-là est de race pure, ou bien pour obtenir plutôt une race pure, ce qu'a fait Mendel, il a sélectionné des graines qui étaient de couleur jaune, il a semé, il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de pollen de la semence venant d'ailleurs, donc il a isolé ces fleurs-là, puis il a réalisé ce qu'on appelle une autofécondation, parce qu'on a vu la dernière fois, beaucoup de plantes ont des fleurs, voilà, chez les spermophytes, des fleurs qui sont hermaphrodites. Donc il a réalisé des autofécondations et il l'a fait sur plusieurs générations jusqu'à s'assurer que les graines jaunes ne donnent que des graines jaunes. Il obtient ce qu'on appelle une race pure. Donc, si vous croisez deux races pures qui ne diffèrent que par un seul caractère, vous réalisez ce qu'on appelle un monohybridisme, c'est-à-dire un métissage d'individus qui ne diffèrent que par un seul caractère. Maintenant, si vous prenez deux races pures qui diffèrent par un seul caractère, chaque parent va donner son caractère à son descendant, et donc les deux caractères vont cohabiter chez l'enfant. Les deux caractères, c'est-à-dire du père et de la mère. Voilà. Les caractères du père et de la mère vont cohabiter. Maintenant, un peut s'imposer, mais les deux peuvent également faire match nul. C'est comme un combat de lutte. D'ailleurs, dans le langage de la génétique, si un caractère est vainqueur, pour reprendre l'expression de Mendel, le caractère vainqueur est appelé caractère dominant. Et je vais vous poser une question sociologique avant de commencer le cours. Ouais. Quand une femme met au monde une fille, on dit que la faute c'est à la femme. Est-ce que c'est vrai? Qui donne naissance à le sexe qui domine entre le père et la mère? C'est qui? Parfois, les mamans ont les taxes de dire qu'elles ne font que mettre au monde des filles, alors que... Est-ce que c'est scientifiquement vérifiable? Non, scientifiquement, nous avons un équipement chromosomique. Chaque personne possède 46 chromosomes. Oui. Et parmi ces 46 chromosomes, il y a deux qu'on appelle les chromosomes sexuels, parce que c'est les chromosomes sur lesquels on a écrit ce que sera le sexe de l'enfant. On les appelle justement chromosomes sexuels. Maintenant, un homme, un individu de sexe masculin, il a le chromosome sur lequel il est écrit « tu seras un homme ». Dans le langage génétique, c'est le chromosome Y qui porte le gène responsable de la masculinité. Ce gène-là s'appelle le gène SRY. Maintenant, le chromosome X, il n'a pas ce gène. Et quand vous n'avez que le chromosome X, vous êtes de sexe féminin. Si vous avez le chromosome X et le chromosome Y, vous allez être de sexe masculin. Et comme l'homme a X et Y, il a presque deux phrases. La phrase « tu seras un garçon », c'est le chromosome Y. La phrase « tu seras une fille », c'est le chromosome X. La maman n'a, elle, que la même phrase deux fois, XX. Tu seras une fille, tu seras une fille. C'est donc l'homme qui est responsable, qui détermine en tout cas le sexe de son enfant. Ça, c'est important. Oui, oui. Ça, c'est important. Si un couple n'a que des garçons, la faute incombe au père. Si un couple n'a que des filles, la faute incombe au père. C'est le père qui détermine le sexe de ses enfants. S'il leur donne X, ils sont de sexe féminin. Il leur donne Y, ils seront de sexe
masculin. Donc c'est une considération purement sociale et non pas scientifique. Pas du tout scientifique. Et on va démarrer le cours et au début, on a des objectifs et des compétences. C'est important pour les élèves. Oui, et surtout pour les élèves et les collègues également. Donc, nous avons 2 objectifs. Expliquer le mode de transmission d'un caractère qui est héréditaire, qui est porté par les chromosomes non sexuels et qui est également un caractère gouverné par un gène et en 2 formes, on y reviendra tout à l'heure, une forme dominante et une forme récessive. Ensuite, s'approprier quelques outils de la génétique. En génétique, il y a une démarche que les élèves doivent pouvoir maîtriser. Oui. Il y a également un lexique, il y a également un vocabulaire génétique que nous allons également utiliser. Et le programme demande, à travers ce chapitre, de pouvoir installer chez les élèves 2 compétences. La compétence s'informer, pouvoir à partir de résultats de croisement, tirer des informations qui sont pertinentes. Oui. Ensuite, pouvoir traiter ces informations et, dans le raisonnement, pouvoir aussi acquérir la compétence raisonnée, c'est-à-dire pouvoir, à partir des informations qui ont été extraites, les mettre en relation et pouvoir expliquer, par exemple, la transmission d'un caractère héréditaire. D'accord. Voilà. Donc, la première partie, oui. Première partie, le monohybridisme autosomique à dominance. On a dit monohybridisme, c'est le croisement d'individus qui ne diffèrent que par un seul caractère. Et en passant, chez les animaux, on parle de race pure. Chez les végétaux, on parle de variété pure. Oui. Mais race pure et variété pure peuvent être regroupés également sous le terme de lignée pure. Lignée, oui. Oui. Et c'est des individus qui appartiennent à la même espèce. Un exemple, si on sélectionne un couple de souris, oui. Des souris qui sont de race pure, des mâles qui sont gris, croisés avec des femelles qui sont blanches. Oui. Ou également l'inverse, des mâles blancs croisés avec des femelles qui sont grises. Si toutes ces souris sont de race pure, on constate que leur première descendance, qu'on appelle la F1, on symbolise F1 qui signifie la fratrie numéro 1, oui. La génération filiale numéro 1. Les individus qui ont même père, même mère constituent une fratrie. Donc cette fratrie numéro 1 est constituée que de souris grises. Et pourtant, ces souris grises vont prendre de leur père gris, tu seras gris, oui. Et vont prendre de leur mère blanche, tu seras blanc. Mais elles sont grises. Pourquoi? On le verra tout à l'heure, oui, parce que gris c'est imposé. Oui. Quand gris s'impose, on dit que gris est dominant. Il y a des caractères dominants, des caractères récessifs. Par exemple, chez nous, chez l'espèce humaine, oui. Le caractère droitier domine le caractère gaucher. Oui. Donc je suis à peu près sûr qu'ici, il y aura beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Oui. Mais parfois, il y a également un match nul. Oui. Quand il y a match nul, il y a codominance, on y reviendra. L'ex-président des États-Unis, Barack Obama, qui est né de parents de races différentes, n'était ni totalement blanc, ni totalement noir. Là, on va dire qu'il y a codominance. On y reviendra. Donc, les F1 croisés entre eux, on croise ces souris-là entre elles, et voilà ce qu'on obtient. On voit que gris, toutes ces souris étaient grises, on les croise entre elles, et dans leur descendance, on voit qu'il y a des souris grises, mais il y a également des souris qui sont blanches. Ce qui veut dire que ces souris-là ne sont pas de race pure. Parce que si elles étaient de race pure, elles n'auraient que le caractère gris, oui. Et ne transmettraient que le caractère gris. Maintenant, on demande généralement aux apprenants, aux élèves de terminale, de faire une interprétation factorielle. Faire une interprétation factorielle signifie faire l'interprétation comme l'aurait fait Mendel, qui ignorait les chromosomes. Et là, on va aller pas à pas. Ce qu'on demande aux élèves, c'est à partir des parents de pouvoir connaître combien de caractères ont été étudiés. Est-ce qu'on s'est intéressé à 1, 2 ou 3 caractères? Donc ici, l'élève voit que les souris ne diffèrent que par la couleur du pelage.
Donc, il déduit. Dans l'interprétation, il dit que les parents croisés diffèrent par un seul caractère, donc ce croisement est bien un monohybridisme. Ensuite, il va à la première génération. Il constate qu'à la première génération, toutes les souris sont grises alors qu'elles ont hérité de l'un de leurs parents le caractère gris et de l'autre parent le caractère blanc. On va dire dans ce cas que gris s'est imposé et gris est le caractère dominant. Et le caractère dominé, entre guillemets, Mendel l'avait appelé caractère récessif. Donc on va dire que blanc est récessif. Et dès que vous dites cela, il vous faut choisir des symboles. Et le caractère dominant, vous pouvez le représenter par l'initiale du caractère en majuscule. Et le caractère récessif par l'initiale en minuscule. C'est ce qu'on a fait ici. Gris, grand G. Oui. Et allèle, l'allèle signifie la version du fragment de chromosome qui commande un caractère. Le caractère couleur du pelage ici est déterminé par un fragment de chromosome qu'on appelle un gène. Oui. Ce que Mendel ignorait. Et ce gène-là, ce fragment, il a deux variantes. C'est comme nos chaussures. Je peux avoir chaussure droite, chaussure gauche. Ici aussi, on a vu que le gène qui commande la couleur du pelage peut avoir la variante blanche ou bien la variante grise. On va dire que gris, le gène qui commande la couleur du pelage, a deux formes alléliques, l'allèle gris et l'allèle blanc. L'allèle gris, c'est la version qui commande la couleur grise, l'allèle blanc, c'est la version qui commande la couleur blanche. Autre enseignement qu'on peut tirer de la F1. On a constaté ici que tous les individus de F1 se ressemblent. Mendel dit que ça, c'est une loi. En fait, bon, on a érigé, pour être correct, on a érigé, il avait fait le constat et on a érigé ce constat en loi. Il avait constaté que quand tu croisais deux races pures, différentes, par un ou plusieurs caractères, tous les individus de première génération se ressemblaient. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'uniformité des hybrides de la première génération. D'accord. Ensuite, autre enseignement. Regardez ce croisement et ce croisement-là. On n'a fait qu'intervertir les sexes. On a inversé. Voilà, c'est ce qu'on appelle des croisements réciproques. Et quand vous faites deux croisements réciproques et que vous constatez que les résultats restent les mêmes, il faut en déduire que les gènes qui commandent ce caractère se trouvent sur des chromosomes communs à l'homme et à la femme. Et donc le sexe n'intervient pas. On va dire dans ce cas que ces croisements réciproques qui donnent une F1 homogène, première loi toujours vérifiée, donc le gène qui commande le caractère étudié ici est sur les chromosomes non sexuels qu'on appelle les autosomes. Ensuite, maintenant, vous passez à l'analyse statistique de la F2. Quand on croise F1 fois F1, on a une deuxième génération de fils qu'on appelle la F2. Et cette F2 nous donne des renseignements sur le patrimoine génétique de F1. F1 fois F1, des souris grises croisées donnent des souris grises et des souris blanches. Cela signifie que ces souris grises ne sont pas de race pure. Elles avaient également du blanc. Donc cela confirme que ces souris-là sont des métisses. Et dans le langage génétique, on va dire que ces souris sont des hybrides. Et Mendel en a tiré une deuxième loi. Il dit que ces souris-là, si la F2 est hétérogène, c'est-à-dire des apparences extérieures différentes, cela veut dire que ces souris-là, ces souris grises, ont donné un facteur blanc à ces souris-là et ont donné un facteur gris à ces souris. Donc, au cours de la formation de leurs cellules sexuelles, le facteur gris et le facteur blanc se sont séparés. Même si cette souris est hybride, quand elle va produire des gamètes, des cellules sexuelles, la cellule sexuelle ne sera pas hybride comme elle. Elle prendra un seul. Et tout à l'heure, nous en avons eu un exemple lorsque vous avez posé le problème de la détermination du sexe.
chaque parent a 2 chromosomes, 2 phrases. La maman, tu seras une fille, tu seras une fille. Le père, tu seras un garçon, tu seras une fille. Mais chacun de ces conjoints ne transmet qu'une seule instruction. Parce que le gamète, il prend une seule instruction. Oui. Voilà. Ici également, ils ont gris et blanc. Mais leurs gamètes ne prendront qu'une seule instruction. Et quand les gamètes ne prennent qu'une seule instruction, il y aura des chances pour qu'un gamète qui a pris blanc rencontre un gamète qui a pris blanc. Et quand l'individu reçoit « tu seras blanc », il est blanc. D'autres gamètes, d'autres individus ici ressembleront « tu seras gris ». Si tu reçois « tu seras gris », quelle que soit l'instruction que te donne le second parent, tu seras gris parce que gris s'impose. Oui. Et ça, on leur demande de ne pas faire de la littérature, mais d'utiliser les codes, le formalisme que nous utilisons en génétique. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est très simple. Nous avons déjà commencé ici en choisissant pour les instructions qu'on appelle les allèles, grand G, petit b. Donc, on va dire ici, pour l'interprétation factorielle, donc les parents, Oui. je mets ici parents. Les parents, c'est les premiers individus qui ont été croisés. Et on va représenter leur apparence extérieure. L'apparence extérieure, les généticiens l'appellent phénotype. Phénotype. Et le phénotype, il le symbolise par des crochets. Donc, on va mettre pour gris, on fait ça. Grand G. Et se multiplier signifie croisement avec un individu, un autre conjoint, un autre parent qui est blanc, petit b. Et comme blanc était récessif, on le représente par minuscule. Gris, c'était imposé, il est dominant, on le représente grand G. Maintenant, ce qu'on trouve au niveau des chromosomes, on va représenter comme ça les 2 chromosomes du père, les 2 chromosomes de la mère, et ici, On croise. le croisement. Et comme ce père est de race pure, il aura ici, il a reçu de son père grand G et a reçu de sa mère grand G. Cette souris également blanche est de race pure, elle a reçu de son père petit b et a reçu de sa mère petit b. Oui. Donc ici, je mets génotype. Le génotype, c'est le patrimoine génétique. Génotype. Et leurs gamètes, les gamètes des parents, c'est-à-dire leurs cellules sexuelles. Et là également, aucun souci pour les élèves, ça peut être difficile pour M. Sarr, mais ça doit être très facile pour les élèves parce que, avant de commencer la génétique, ils ont étudié la reproduction et ils ont compris que tout gamète ne prend qu'une seule instruction, qu'un seul chromosome par couple. Donc ici, ça c'est son père, sa mère. Quand le père va fabriquer des gamètes, le gamète ne prend jamais les 2 chromosomes homologues. D'accord. Il prend toujours un seul. C'est comme quelqu'un qui viendrait ici et qui choisit une seule chaussure au niveau de chaque père. C'est ça ce que fait le gamète. Donc ici, quel que soit le chromosome qu'il va prendre, il aura G. Et il prend un seul, donc 100% G. Et ici aussi, tous les ovules prendront petit b. Maintenant, ce sont ces gamètes qui vont se rencontrer pour donner la première génération, qu'on va mettre ici, la génération de fils F1. Quand G et B se rencontrent, l'individu va avoir GB. Et en génétique, on dit qu'il faut que l'instruction qui s'est imposée soit vers le haut. C'est le G. C'est le G. Le récessif vers le bas. Et pour ne pas l'oublier, je dis aux élèves que souvent, quand 2 enfants luttent, c'est souvent le vainqueur qui est au-dessus. Oui. Et c'est le malmené qui est... Toujours. Voilà. Donc ici, grand G sur petit b. Mais
quelle sera son apparence extérieure? Il a reçu l'instruction, tu seras gris, l'instruction, tu seras blanc. Et gris étant plus fort, il aura l'apparence extérieure grand G. Et ce sera pour tous les individus. Voilà. Maintenant, quand on va croiser F1 fois F1, lui, pour passer à la génération suivante, il lui faut produire des gamètes. Oui. Mais pour produire des gamètes, le gamète ne prend jamais les deux chromosomes homologues. Il prend toujours une seule chaussure au niveau de la paire. Oui. Donc, il donnera deux types de gamètes, comme le père donne deux types de spermatozoïdes. Des spermatozoïdes qui ont X, des spermatozoïdes qui ont Y. Lui aussi, il va donner la moitié, c'est-à-dire 50% auront grand G et 50% auront également petit b. Et si ça, ce sont les gamètes de F1 mâle, F1 femelle va faire la même chose. Va produire également 50% G, 50% B. Maintenant, 50%, c'est la même chose que 1 demi. Oui. Voilà, c'est la même chose, donc pour harmoniser. Et dans ce cas, pour obtenir F2, il faut que F1 soit croisé avec F1. Et il y a un scientifique qui s'appelle Punnett qui a dit que les probabilités de rencontre des gamètes, vous pouvez les retrouver dans un tableau à double entrée qu'on appelle échiquier de croisement. On l'appelle aussi grille de Punnett, mais pour simplifier, souvent nous disons échiquier de croisement. Donc pour avoir la F2, on va faire un échiquier de croisement. Et ici, je remets ici l'échiquier de croisement. Échiquier de croisement, c'est-à-dire un tableau qui résume les probabilités de rencontre des gamètes. Donc la suite de ceci, on va mettre ici F1 fois F1 égale la F2. Et pour avoir cette deuxième génération, on va l'obtenir par l'échiquier de croisement. Et voilà comment on fait cet échiquier simple. Voilà. Et on va mettre ici les gamètes. Maintenant, les gamètes de F1 mâle et les gamètes de F1 femelle. Et ces symboles-là signifient mâle et femelle. Oui. On représente ici, par ce cercle, le bouclier du dieu Mars, le dieu de la guerre, et son épée. Dans la mythologie grecque. Oui. Voilà. Et là aussi, le miroir de la déesse Vénus. Voilà. Ici, un demi G, un demi B. Voilà ces gamètes. Ici, même chose. Un demi G, un demi B. Voilà. Donc, voilà les gamètes que F1 mâle peut produire, voilà les gamètes que F1 femelle peut produire. Ce gamète peut rencontrer celui-là. Ce gamète, si je veux aussi, je peux faire ça pour que ça ressemble à un spermatozoïde. Un spermatozoïde a un flagelle. Ici, l'ovule. Donc, si les deux-là se rencontrent, je vais avoir G sur G. Donc, le phénotype, ça sera grand G, G, oui. l'apparence extérieure. Si celui-là rencontre celui-là, j'ai G sur B. Oui. Et l'apparence extérieure, ça sera G. G. Parfait. Ces deux-là se rencontrent, c'est G sur B. L'apparence extérieure, G. Ces deux-là se rencontrent, B sur B. Apparence extérieure, B. Maintenant, les proportions, un demi fois un demi, ça fait un quart.
1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Donc partout, c'est 1 quart. Voilà, OK. Donc, finalement, quelles seront les proportions des individus obtenus en F2? On met ici décompte, le décompte des phénotypes de la F2. Les gris, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Je vais avoir 3 quarts, grand G. Et les blancs, 1 quart. Or, nous avions dit dans l'énoncé qu'on retrouvait en F2, si on avait calculé les proportions, on se retrouvait, c'est ce qu'on appelle l'analyse statistique, on se retrouvait avec 3 quarts, 1 quart. Donc ici, nous avons expliqué par les facteurs les résultats obtenus par ces différents croisements. On a montré que les parents croisés donnaient une F1 homogène. F1 donnait 2 types de gamètes. Et la rencontre de ces 2 types de gamètes pour F1 mâle et F1 femelle expliquait la réapparition d'individus blancs. Quand ce blanc va rencontrer ce blanc, on se retrouve avec un enfant blanc. Il y a l'interprétation, mais également il y a la représentation. Absolument. Il y a également une représentation, et cette représentation complète et traduit fidèlement les constatations qui ont été faites par Mendel. Cette représentation a commencé au début du XXe siècle, lorsque un scientifique américain qui s'appelle Sutton, Sutton avait observé il avait constaté que le comportement des chromosomes au cours de la méiose rappelait le comportement de ces facteurs héréditaires au cours de la méiose. Je rappelle en passant que la méiose a été découverte 4 ans avant la mort de Mendel. Et lorsque lui, il a fait ce constat-là, il a formulé l'hypothèse que ce sont les chromosomes qui transmettent les caractères héréditaires. Et on part toujours d'observations très simples, parce qu'ils avaient constaté que le spermatozoïde, lui, c'était presque comme une boîte ne contenant que des chromosomes et un appareil qui lui permet d'amener des chromosomes vers la cellule sexuelle femelle. La cellule sexuelle femelle avait les mêmes chromosomes, mais également beaucoup de cytoplasme, beaucoup de chair. Ils ont dit que, comme les deux transmettent les mêmes caractères héréditaires, celui-là a beaucoup de chair, celui-là très peu, et ils transmettent de la même manière, donc ça ne doit pas être la chair, ça doit être le reste. Et le reste, c'est le noyau. Et c'est comme ça qu'ils sont amenés à faire le constat que le comportement des chromosomes au cours de la méiose rappelait le comportement des allèles au cours de la gamétogénèse. Et ce qui est important, professeur, c'est que cette notion de génétique-là montre que la race pure, l'expression de la race pure n'est pas un facteur idéologique. Parce qu'on a vu dans l'histoire que, par exemple, le nazisme s'est basé sur la notion de race pure, en idéologisant la notion de race pure pour exterminer les juifs. Mais c'est une notion purement scientifique. En fait, la race au niveau des animaux, OK. La race, c'est pour les animaux. Mais attention, il faut quand même comprendre que les races, les espèces évoluent. Et chez l'espèce humaine, jusqu'au moment où je vous parle, les plus vieux restes humains découverts le sont en Afrique. Et nous appartenons tous à la même espèce, l'espèce Homo sapiens sapiens. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, M. Sarr, qui est devant moi, peut avoir un patrimoine génétique beaucoup plus proche de celui de feu Hitler que de M. Ndian qui est à côté de lui. Quand on fait des comparaisons de patrimoine génétique chez l'espèce humaine, on se rend compte que
chez l'espèce humaine, la race n'a pas de sens. Nous sommes parfois très très proches sur le plan génétique, sur le plan de nos équipements alléliques, mais parfois nous sommes très différents, en tout cas pour ce qui concerne la couleur, et tout le monde sait également en biologie que les espèces évoluent. Là, les Homo sapiens a vu le jour ici, en Afrique, et il a migré. Si M. Sarr, vous déplaciez aujourd'hui au Groenland, si vous avez 10 générations de petits-enfants là-bas, vous allez voir que certains de leurs caractères vont commencer à changer. Peut-être qu'ils seront progressivement un peu plus clairs que toi. Et la race blanche, c'est juste une adaptation par rapport au temps, par rapport au climat, notamment par rapport aux rayons ultraviolets qui leur permettent de fabriquer la vitamine D. Nous avons ici une pigmentation noire qui nous protège contre le soleil. Voilà, et d'ailleurs, c'est la diversité qui enrichit ce monde, qui est le charme dans ce monde-là. Professeur, nous allons nous en arrêter là, par contrainte temporelle, mais nous allons continuer les cours et l'évolution de ces espèces humaines-là la semaine prochaine avec le cours des SVT. Merci d'être là malgré la contrainte temporelle, malgré le contexte très contraignant, mais vous êtes là pour disposer des cours des SVT aux élèves, aux nombreux élèves qui nous regardent à travers e-école. C'est moi qui vous remercie de m'offrir l'occasion de partager ma passion pour la biologie et la géologie. Merci. Merci également, chers élèves, chers apprenants. C'était le dernier cours de la semaine. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à réaliser ces cours-là du lundi jusqu'au vendredi. J'espère que l'équipe technique s'est bien munie de cahiers et de notes pour apprendre ces différentes matières-là que nous avions faites dans e-école. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi. La philosophie reprend ses droits avec le professeur Songué Diouf. Lisez, exercez-vous et surtout, ne tombez pas dans le piège des vacances scolaires. Les cours vont reprendre. Nous allons combattre, nous allons vaincre ce virus par les mesures hygiéniques, mais également par le savoir. C'est chaque jour, du lundi au vendredi, dans e-école.